Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va parler du camp d'entraînement des Alouettes qui a commencé dimanche dernier à Saint-Jérôme. J'ai assisté aux 3 premiers jours du camp des Alouettes. Alors, je vais parler des joueurs qui se démarquent déjà depuis le début du camp d'entraînement de la formation montréalaise. Et également, du côté de la NFL a dévoilé son calendrier pour la saison régulière 2025. On va jeter un petit coup d'œil à ce calendrier-là. On va discuter des matchs qui retiennent notre attention. Et comme à l'habitude, Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football. Et cette fois-ci, il va se concentrer sur les joueurs recrues, les joueurs qui ont été repêchés le mois dernier, mais qui ont atterri dans des situations plus ou moins intéressantes. On parle bien sûr en termes de Fantasy Football. Alors, cet épisode du podcast Sac du Car commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, aujourd'hui, on va parler de vrai football, étant donné que le camp d'entraînement des Alouettes est commencé. Je veux dire de quoi ça fait du bien à l'âme d'avoir été à Saint-Jérôme, de voir des joueurs qui portaient casque et épaulettes, de voir du vrai football. Parce que là, on a passé toute la saison morte à discuter de football, mais là, d'en voir là, de mes propres yeux en personne, ouais, je veux dire de quoi ça fait du bien, c'est bien. Entrée de jeu, Didier, le camp a commencé le week-end dernier. Comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance générale au camp des Alouettes en ce moment? Les Alouettes sont voir la Coupe Grey. Je te dis ici en primeur, les Alouettes seront du match à la Coupe Grey au mois de Ah, novembre prochain à Winnipeg. C'est déjà décidé après achetez vos 3 billets. entraînements. C'est sans équivoque. Ouais, voilà, on vous invite. Non, mais écoute, sérieusement, c'est une équipe qui a du talent. Ça c'est quelque chose, je crois, qui semble évident, qu'on a du talent du côté des Alouettes. Tu sais, je me souviens là, à des camps d'entraînement durant la période de 5 saisons consécutives lorsque les Alouettes n'avaient pas participé aux éliminatoires, notamment l'année lorsqu'ils ont terminé avec un dossier de 3 et 15. Même lors du camp d'entraînement, tu voyais qu'il y avait un manque de talent flagrant, alors que là, c'est l'opposé. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va être en mesure de bâtir une équipe avec ce talent-là? Là? Il y a toujours des périodes creuses durant une saison. On parle de 18 matchs, une longue saison du côté de la Ligue canadienne de football. Il faut développer de la chimie, mais c'est à ça que ça sert le camp d'entraînement. Mais non, j'ai hâte aussi de juin là, pour le tout premier match de la saison régulière contre Toronto. En plus de ça, l'équipe rivale des Alouettes. J'ai bien hâte de voir parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, hein, Marc-André. Là, ça va être la troisième année de Jason Maas et son groupe d'entraîneurs. Les Alouettes n'ont pas bien terminé la dernière saison. Hein. En deuxième moitié de saison, ça avait été difficile pour les Alouettes. Donc, est-ce que les équipes sont habituées maintenant au système de Jason Maas en attaque, de Noel Thorpe en défense? On va attendre les Alouettes de pied ferme. Donc, j'ai hâte de voir si le début de la saison va être une continuité de la deuxième moitié de saison ou si on va avoir apporté des ajustements du côté de Jason Maas et son groupe d'entraîneurs. Mais tout d'abord, il faut passer à travers le camp d'entraînement. L'histoire la plus importante à l'aube de la saison 2025, c'est certainement celle de Davis Alexander. On a confié les rênes de Mhm. l'attaque de l'équipe à Davis Alexander. Comment tu le trouves au camp, Didier? Il est-tu en pleine confiance? Ouais, écoute, Alexander, ça a toujours été un joueur qui avait beaucoup de confiance. Hein. Même lors de son année recrue, je me souviens, la première fois qu'on l'avait remarqué, il avait permis aux Alouettes de gagner un match préparatoire. Les Alouettes tiraient derrière au quatrième quart. Il s'est amené dans le match, avait complété des passes. Montréal avait gagné. Ça a toujours été un joueur qui était confiant, qui croyait qu'il était en mesure d'être un carrière partant au sein de la Ligue canadienne de football. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit il nous a parlé à Saint-Jérôme. Il disait, écoutez, moi, je suis né pour ça. Je suis né pour faire face à la pression, pour être carrière partant. Alexander qui nous a dit qu'il a gagné 6 ou 7 livres environ de muscles durant la saison morte, justement, afin d'être en mesure d'être le carrière partant pendant 18 matchs et de passer au travers du calendrier régulier qui est très rigoureux du côté de la Ligue canadienne. Alors, il semble être prêt physiquement et mentalement. Ça fait longtemps qu'il attendait cette opportunité. Alors là, on va voir s'il sera en mesure de la saisir. Les Alouettes ont fait l'acquisition durant la saison morte de McLeod Bethel Thompson, un gars qui a déjà lancé pour plus de 4700 verges dans la Ligue canadienne de football. Est-ce qu'il est une menace pour Davis Alexander, Didier? Ouais. Je dirais pas qu'il est une menace, parce que Alexander, c'est l'homme de confiance de Danny Machocha, de Jason Maas. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a échangé Cody Fajardo pour en faire notre carrière partant.
Mais McLeod Bethel Thompson, c'est une belle police d'assurance, selon moi. Parce que là, tu parles d'un vétéran carrière. Marc-André, il a joué dans toutes les ligues possibles de football, ou à peu près, là, au cours de sa carrière. En plus de ça, sa carrière qui a gagné dans la Ligue canadienne. Il y a 3 ans, c'est lui qui avait mené les Argonauts de Toronto au match de la Coupe Grey. Malheureusement pour lui, il s'était blessé en deuxième demi. Chad Kelly s'était amené en relève, mais malgré tout, il a mené les Argos à une participation au match de la Coupe Grey. Après ça, bon, il avait quitté pour la UFL, si je me souviens bien. Puis là, il est revenu, bon, l'année dernière à Edmonton. Mais tout ça pour dire que c'est une carrière d'expérience. Alors, si Alexander se blesse ou si Alexander n'est pas en mesure de livrer la marchandise au cours de la saison et qu'on doit y aller de changement de carrière, ben, on ne sera pas démuni du côté des Alouettes en McLeod Bethel Thompson, qui a énormément d'expérience. Et puis, il accepte son rôle d'être carrière réserviste. Ça, c'est vraiment important. C'est pas un carrière. Donc, il devra en théorie aider au niveau de l'encadrement de Davis Alexander. Alexander qui disait qu'il s'entendait bien avec Bethel Thompson. Alors, c'est une bonne police d'assurance dans l'éventualité si Alexander se blesse et il rate quelques matchs ou s'il n'est pas en mesure de livrer la marchandise. On ne sera pas mal pris à la position de carrière du côté des Alouettes. On conclut sur la position de quart, sur les quarts présents au camp d'entraînement. Peut-être un mot sur Jonathan Sénécal, le Québécois, qui lui semble trouver le cahier de jeu d'une équipe de Ligue canadienne assez épais, là. Oui, ben, ça, c'est ce qui arrive lorsque tu arrives du côté des rangs professionnels, que ce soit dans la Ligue canadienne ou dans la NFL, parce que tu ne peux pas avoir un cahier de jeu qui est aussi gros au football universitaire, parce que ben, les athlètes doivent aller à leur cours, ils doivent étudier, ils n'ont pas aussi de temps. Mais là, lorsque tu arrives dans les rangs professionnels, là, tu as juste ça à faire. C'est ça ton emploi. Donc là, on peut doubler, tripler les dimensions du cahier de jeu, le volume en termes de jeu. Alors oui, Jonathan Sénécal a été un peu surpris par ça, mais malgré tout, il m'a dit en entrevue qu'il trouvait qu'il s'était amélioré après la troisième journée du camp d'entraînement. C'est à ce moment-là que je lui ai parlé. Il a dit comparativement au premier entraînement où là, il trouvait que ça allait vite, mais là, il trouvait justement qu'il s'améliorait, qu'il gérait beaucoup mieux la vitesse de jeu. Donc, il semblait gagner en confiance. Alors, moi, j'ai hâte de voir lorsque je vais retourner à Saint-Jérôme au début de la semaine prochaine afin de voir justement s'il va avoir continué sa progression. Davis Alexander sera certainement content aussi de retrouver potentiellement, Tyson Philpott qui, avant de se blesser la saison dernière, était, parmi l'un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne, sinon le meilleur receveur de la Ligue canadienne de football. Ah, écoute, Philpott connaissait vraiment là, toute une saison là, avant de subir une blessure à une cheville qui a nécessité une intervention chirurgicale. Alexander nous a dit quelque chose d'intéressant auquel je n'avais pas pensé parce que, souviens-toi, à pareille date l'année dernière, on n'arrêtait pas de parler du groupe de receveurs des Alouettes comme quoi ils avaient le meilleur de la Ligue canadienne. Mais finalement, les Alouettes n'ont jamais misé sur tous leurs receveurs partant en même temps lors de la saison 2024. Snead s'était blessé lors du tout premier match de la saison à Winnipeg. Austin Mack, à pareille date, ben, il faisait partie des Falcons d'Atlanta. Il a rejoint l'équipe plus tard. Puis lorsqu'il a rejoint les Alouettes, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on se disait, ah, ben, le timing est idéal parce que justement, on venait de perdre les services de Tyson Philpott. Keandre Lundgren, lui aussi, il a raté des matchs l'année dernière. Maintenant, il porte les couleurs des Elks d'Edmonton. Donc, Alexander nous faisait remarquer que le receveur avec lequel il a plus joué, qui s'est plus entraîné l'année dernière, c'était Charleston Rambo. Rambo n'a jamais été blessé. Il a été là du début du camp jusqu'à la fin de la saison. Alors, Alexander doit développer de la chimie avec ses receveurs de passe, puis il le reconnaissait. Et puis, je trouvais que c'est une belle observation de sa part. Mais ça pour dire, ouais, pour répondre à ta question concernant Tyson Philpott, Philpott n'est pas encore à 100%, Marc-André. Lorsque je l'ai interviewé, il m'a dit, écoute, la convalescence de ma blessure, c'est une période de 9 mois. Lorsque le camp des Alouettes a commencé, ça faisait juste 8 mois. Donc, lui, il espère être prêt pour la première rencontre de la saison régulière le 6 juin à Montréal contre les Argonauts de Toronto. Il participe aux entraînements, mais il prend des pauses par moment. Donc, on tente de le ménager. Je l'ai vu sur les lignes de côté à un certain moment donné en compagnie d'un thérapeute sportif des Alouettes en train de faire des exercices, d'étirer sa cheville et puis après ça, il est retourné. Donc, on met la pédale douce dans le cas de Tyson Philpott. On verra s'il sera en mesure justement de participer au tout premier match de la saison régulière.
On semble avoir du flair là, du côté de l'équipe de Danny Maciocia au cours des dernières années. On est allé dénicher des gars comme Austin Max, comme Tarzan Rambo. Là, on a peut-être repêché un joueur qui pourrait contribuer, que t'impressionne en ce moment, c'est-à-dire le choix de troisième ronde, le Hakeem Harris de l'Université de Davenport, qu'on a repêché 26e au total. Ouais, d'ailleurs, Hakim Harris, lors de l'entraînement de mardi, il est allé d'un catch spectaculaire, attraper le ballon par-dessus son couvreur. D'ailleurs, je l'ai publié sur les réseaux sociaux du podcast et également sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment de toute beauté. Alors, Harris qui démontre des belles choses, parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Andrew Lundgren n'est plus là. Donc, on a besoin d'un autre receveur canadien derrière avec Tyson Philpott et surtout si Philpott n'est pas en mesure de commencer la saison régulière, comme on vient de parler. Alors, écoute, Hakim Harris, c'est un joueur que je ne connaissais pas, mais il démontre des belles choses depuis le camp d'entraînement des Alouettes. Il est très fluide dans ses changements de direction. Alors, lui, il va être à surveiller lors des matchs préparatoires. J'ai hâte de le voir en action lors de situations de match. Moi, ce que je savais pas, c'est que l'université de Davenport existait. Je savais même pas ça était dans Moi quel non État, plus. imagine. C'est au Michigan, en passant. Je viens de Ah de oui, OK. de Ah. faire la recherche. Ouais, ouais, Davenport, pour moi, ça sonnait une équipe qui est classée 15 là, dans le March Madness, là, qu'on voit une fois Ouais, c'est ça, ouais. Ça sonne comme une équipe aux de 10 ans. basketball, université de basket, ouais. Ouais. C'est Ouais, tu vrai. dis: «Ah, c'est quoi cette université-là? Je connaissais pas». Des fois, sont classés 15 ou 16, bref, dans le March Madness. Je Ouais. voulais on si les receveurs de passes sont en forme, là, du côté des Alouettes, il y a un porteur de ballon qui était pas en forme, lui, puis qu'on a retourné à la maison, Dajon Edwards, là, qui finalement avait ma bédaine à moi, au camp. Écoute, c'est lors de l'entraînement de lundi, oui, c'est lundi que Bruno était là, Bruno et Pelle. Puis Bruno et moi, ben, on regardait l'entraînement, tu sais, on se promenait, on est allé du côté des porteurs de ballon, puis moi je tournais avec mon téléphone, c'est pour les réseaux sociaux. Puis on regardait le porteur de ballon qui avait le numéro 30. Écoute, il y avait un bedon de bedaine. Hey, on a déjà vu des joueurs de football avec des bedaines. Mais moi, ce que j'avais remarqué surtout, c'est que c'était durant la période des individuels, lorsque les joueurs vont avec leur groupe de position, puis au niveau d'éducatif et tout. Écoute, il était déjà à bout de souffle, Marc-André. Il avait les deux mains sur les hanches. Je voyais que c'était pénible. Et le gars est arrivé pas en forme du tout au camp d'entraînement. Je ne sais pas s'il se disait, ah, ben la Ligue canadienne, ça va être facile ou quoi que ce soit. Bref, mardi, il n'était plus là. Regarde, c'était pas sérieux son affaire, là. Ce gars-là est arrivé, mais vraiment, vraiment pas en forme. Mais il y en a tous les ans des gars comme ça. Imagines-tu, le gars jouait à Georgia quand même. Tu penses que c'est un bon joueur de football, mais tu sais, quand on prend pas ça au sérieux des fois. Puis les Alouettes ont C'est bien fait, ça. c'est mon avis. Ben, t'as pas de temps à perdre. Écoute, le camp d'entraînement de la Ligue canadienne est déjà très court. Tu sais, c'est juste 3 semaines, là. Le week-end Mmh. prochain, là, samedi, les Alouettes vont jouer leur match intra-équipe, mais la semaine d'après, il va déjà avoir un match préparatoire. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Puis, si tu arrives au camp d'entraînement, t'es pas en forme du tout, t'as jamais joué dans la Ligue, ben, ça démontre que tu prends pas ça au sérieux. Alors, pourquoi on te garderait? Des aspects qu'on voulait améliorer, c'était sur la ligne défensive. Chez les Alouettes, l'année passée, on n'avait pas obtenu beaucoup de sacs du corps, lors de la dernière saison. Tu as vraiment 2 joueurs que tu aimes en ce moment au camp, DJ Coleman et Trevon Mason. Oui, Coleman qui porte le numéro 50, c'est un ancien de la NFL. Et puis l'autre joueur porte le numéro 90, c'est un ancien des Tiger Cats de Hamilton. Puis ouais, tu as raison de le mentionner, parce que l'année dernière, une fois que Sean Lemon a été suspendu, là, on avait de la difficulté à presser l'écart, à avoir une pression constante sur les carrières adverses. Ademi Berglund a vraiment connu une très bonne saison, mais mis à part lui, tu sais, il n'y avait pas de joueur qui gagnait régulièrement leur bataille un contre un. Lord Luguak, lorsqu'il a rejoint les Alouettes, il traînait une blessure qu'il avait subie au camp des Buccaneers de Tampa Bay. Donc, on n'a pas vu le même Luguak qu'on avait vu en 2023. Moi, je m'attends à voir un joueur amélioré puisque là, ben, il est en santé. Alors, oui, ces deux joueurs-là vont être à surveiller. Écoute, ils connaissent un bon camp d'entraînement. Je sais que Danny Machocha, lorsqu'il nous a parlé, lorsqu'il s'est adressé aux médias, tu vois, là, lorsqu'il parlait de ces deux joueurs-là, il le faisait avec enthousiasme. Alors, on en a besoin au niveau de la ligne défensive des Alouettes, il n'y a aucun doute. Comment as-tu trouvé les 2 premiers choix du dernier repêchage, là, des Alouettes? Le joueur de ligne offensive Tiger Shanks et le maraudeur, Nate Beauchemin?
Ouais, écoute, tu sais, souviens-toi, tu sais, on en avait parlé après le repêchage. Qu'est-ce qu'on avait entendu à propos de Shanks, que c'est un joueur qui était très agile, il avait de bons pieds, puis que c'était un joueur intelligent. Mais là, depuis le début du camp d'entraînement, c'est ce qu'on a vu. Premièrement, il se déplace bien avec son gabarit. Il ne sera pas partant dès le départ, là. Il va être un joueur réserviste au sein de la ligne attaque, mais on voit qu'il a un bon potentiel. Lors de l'entraînement de mardi plutôt, écoute, il a eu des répétitions à toutes les positions. Donc, on nous disait qu'il était polyvalent. On l'a utilisé à toutes les positions au niveau de la ligne à attaque, mis à part à celle de centre. Mais vraiment, je pense vraiment que c'est un joueur qui est voué à un bel avenir. Puis j'en parlais avec Jean-Marc Edmé, dépisteur des Alouettes. Il disait que les Alouettes étaient impressionnés par la rapidité avec laquelle il a assimilé le cahier de jeu. Donc, on disait que c'était de lui un joueur intelligent. Jusqu'à présent, il semble confirmer tout ce que les Alouettes avaient vu en lui. Puis c'est la même chose pour Nate Beauchemin, hein, le produit de l'Université de Calgary. Alors, dites-lui que c'est un joueur robuste. Ben, c'est ce qu'on voit depuis le début du camp d'entraînement. Puis moi, j'ai aimé m'entretenir avec lui. Tout d'abord, sa poignée de main, Marc-André. Écoute, il a une poignée de main très ferme. OK? Puis il y a une intensité lorsqu'il parle, lorsqu'il te parle. T'sais. Puis il a dit, je lui ai demandé de décrire son style de jeu. Puis il a dit, écoute, je veux que l'adversaire sache qui je suis. Puis je veux que l'adversaire sache qu'ils ne Mmh. doivent pas niaiser avec moi, comme on dit en bon québécois. Rien de moins. Donc, j'aime ça. Ouais, rien de moins. Il a beaucoup d'attitude. Puis Danny Machocha qui disait qu'il serait possible de voir Beauchemin être utilisé dans certaines formations en défense dès le début de la saison. Alors, on a vraiment confiance en lui, là. Je pense que les Alouettes, ça a été deux bons choix. Jusqu'à présent, on va voir, là, c'est juste été 3 jours de camp d'entraînement, mais il semble prometteur, là, autant Shanks que Beauchemin. Ça complète un peu notre tour d'horizon du camp des Alouettes, jusqu'ici. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, Didier, qui t'ont impressionné ou, depuis l'ouverture du camp le week-end dernier? Je te dirais receveur américain Jordan VC. Il porte le numéro 18. C'est un ancien de la NFL. Il a toutefois 29 ans. Mais on voit qu'il a une certaine expérience et il connaît un bon corps d'entraînement. Est-ce qu'il va y avoir de la place pour lui? C'est ça le problème, hein. Tu sais, à 29 ans, si on lui offre une place sur l'équipe d'entraînement, est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va pouvoir déloger un autre des receveurs américains? Je ne crois pas qu'il va déloger Snead ou Mac, certainement pas. Donc, il a l'air d'être un bon joueur de football, mais je ne sais pas s'il va y avoir de la place pour lui au sein de la formation. Mais régulièrement, il réussit des belles réceptions, est en mesure de se démarquer à chaque fois là, lors des 1 contre 1 lors des entraînements. Donc, je dirais que c'est lui des joueurs que je n'ai pas mentionné qui m'a sauté aux yeux, si on peut dire, lorsque j'étais à Saint-Jérôme. On passe à la NFL maintenant, Didier, tu es prêt? Ben oui, allons-y, pourquoi pas? L La NFL dévoilait aujourd'hui, mercredi, on enregistre mercredi le podcast, évidemment, son calendrier 2025. En fait, les équipes dévoilaient leur calendrier, mais on avait déjà eu des matchs qui avaient été annoncés au cours des Ouais. des Des derniers jours. fuites. On a Not eu des fuites, Des Marc-André. fuites, des fuites. Non, non, c'est juste pour conserver l'intérêt déjà grand des partisans, là. Je pense que la NFL fait exprès, Ouais. de faire ça. Bref, la saison 2025 va commencer le jeudi 4 septembre, alors que les Cowboys de Dallas vont visiter les champions du Super Bowl, les Eagles de Ton Philadelphie. Moi, ce club. qui me fascine, mon club, mes Eagles de Philadelphie. Moi, ce qui me Mhm. fascine de ça, Didier, c'est qu'on est habitué, Ouais. lors du premier match de la saison, à voir vraiment 2 puissances de la Ligue. L'année dernière, c'était les Chiefs contre les Ravens, on s'en souvient, de toucher, pas toucher de Isaiah Likely. Mais là, les Eagles vont affronter une équipe qui a une fiche qui a pas joué pour 500 l'année dernière, Didier. C'est rare qu'on voit Mhm. ça quand même. Mais ce sont les Cowboys, Marc-André. Ce sont Ouais, les c'est ça. Cowboys. S'il y a une chose que les amateurs de football aiment, c'est voir les Cowboys perdre aux heures de grande écoute. Fait que- Parce que tu sais, le lendemain du match, tout le monde va juste parler de ça, là. Si les Eagles arrivent et donnent une volée aux Cowboys jeudi soir, écoute, ça va être la panique de un à Dallas parce qu'on mise sur un entraîneur-chef recru en Brian Schottenheimer. Puis ouais, il n'y a rien que les gens aiment plus que voir les Cowboys perdre aux heures de grande écoute. Alors, la NFL n'est pas folle, là. Elle sait, ça va faire jaser, ça va faire discuter. Tu sais, oublie pas, là, on va jouer jeudi. Ah, c'est vrai, il va y avoir un match vendredi. J'allais dire qu'on va devoir attendre à dimanche, mais il va y avoir un match le vendredi également. Mais ouais, c'est pour ça. Ouais, tu as raison. Écoute, les Cowboys, ce qui mérite d'être là, bah, pas vraiment. Mais les Cowboys, c'est toujours dramatique. Ça fait tout le temps de la bonne télé. Il y a un petit côté aussi qui est le fun de voir, c'est probablement l'une des plus grandes rivalités là, du football américain.
Eagles-Cowboys, puis de voir les Eagles hisser la bannière, avoir des festivités d'avant-match. Mhm. Si tu es un joueur des Cowboys, je pense pas que tu as besoin de motivation pour ce match-là parce que c'est comme on tourne le couteau, on tourne le fer dans la plaie, là, on en met davantage. Voir ton ennemi juré, là, hisser sa bannière, les festivités, parler de ses exploits, bref. Écoute, ça va être spectaculaire, là, je veux dire, pour un partisan des Cowboys, même pour un joueur des Cowboys, ça doit être quand même être, comme je te dis, une source de motivation supplémentaire. Ouais, ben c'est fort possible, mais c'est une bonne chose, c'est un match de section comme étant le tout premier match de la saison de la NFL. Puis ça va faire plaisir là, à l'organisation des Eagles et à ses partisans, justement, là, tu sais, de mettre ça dans le visage des Cowboys, qui, en passant, ça fait maintenant 30 ans qu'on n'a rien gagné. Hein. La dernière fois que les Cowboys ont gagné un Super Bowl, c'est à la suite de la saison 1995. On est rendu en 2025, Marc-André, imagine-toi. Ça ne va pas être cette année qu'on va gagner Super Bowl. Donc, la disette va se poursuivre. J'espère qu'ils vont être bons, les Cowboys, parce qu'on va les voir régulièrement à des heures de grande écoute. Ils vont jouer le match d'ouverture, ils vont jouer également à l'Action de grâce, ils vont jouer à Noël. Donc Mm. j'espère que ce ne sera pas pénible à regarder. Ben, surtout rendu à Noël, là, on va être vers la fin de la saison. Ouais, Imagine-toi, c'est la catastrophe. Là. Tu sais, ils ont genre 4 victoires seulement. En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir à Dallas. c'est la première On verra fois bien, mais oui, c'est la vas-y. première fois depuis que ces 2 équipes s'affrontent lors, de la semaine numéro 1 depuis l'an 2000 et à l'époque, Ah ouais. aucun des 19 joueurs repêchés par les 2 équipes cette année était né. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient nés la dernière fois que les Cowboys ont gagné le Super Bowl aussi. Là. Non, moi j'étais né. C'était l'équipe Faudrait à faire mon père, en l'exercice. fait, pour tout vous dire. Ah ouais, ok. Puis comment t'es devenu un Ouais. partisan des Eagles? Ben, c'est comme T'as un renié peu, ton père? c'est comme un peu une révolte aussi là, qu'on est Ah ouais. adolescent, on puis c'est la première équipe que je suis allé voir aussi, bref, je suis, seul avec un ami là, au début des années 2000 donc Ah ouais, contre qui il jouait? depuis ce temps-là, Contre qui il jouait? c'était contre les Bengals, écoute, je pense même que c'était une année avec, Terrell Owens là. En fait, je pense pas, il y avait Terrell Owens, il y avait Donovan Ok. McNabb, Ah, ok, je ouais, c'est que pense. Brian Westbrook, tout Je ça, pense ouais. que c'était contre les ouais, exact. Jeremiah Ok, Trotter, c'est. le Ouais, c'est père, les bonnes équipes des Eagles, ça. Javon Curse. Ouais, 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 The Freak, Javon Curse. The Freak, exact, avec la chanson, bref. Hem, tu préparé un tableau on a préparé un tableau des 5 matchs que tu as le plus hâte de voir, Didier. En numéro 5, l'affrontement Bears contre Commanders. On les voit Oui, ici oui, pour oui, ceux qui j'ai nous hâte écoutent de là voir ça. sur Ben ouais, on YouTube. les voit ici. Oui, Ouais. absolument. Écoute, Bears contre Commanders, les Bears, j'ai hâte de voir les Bears. Parce que là, il n'y a plus d'excuses du côté de Chicago. OK, on a Ben Johnson comme entraîneur-chef. Il était le candidat numéro un là, pour toutes les équipes qui étaient à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef. C'est un génie en attaque. On a vu qu'est-ce qu'il a fait avec l'attaque des Lions de Détroit. Il hérite de Caleb Williams, qui est un jeune carrière extrêmement talentueux. Il doit se débarrasser toutefois de certaines mauvaises habitudes. On a reconstruit la ligne à l'attaque du côté des Bears de Chicago. Je me dis, là, si les Bears ont finalement, ils n'ont pas une bonne attaque après tout ça, ils vont jamais en avoir une bonne, Marc-André. OK? C'est simple. Ça doit se passer cette année. Si ça n'arrive pas cette année, sérieux, il n'y a pas d'espoir pour les partisans des Bears. Alors que du côté des Commanders, j'ai juste à dire un nom. Jaden Daniels. Jaden Daniels. Alors, Jaden Daniels contre Caleb Williams. Jusqu'à présent, on dirait que les Bears n'ont pas repêché le bon carrière l'année dernière. Ils auraient dû repêcher Jaden Williams. C'est sûr, là, c'est juste après une saison, mais de voir ces deux-là s'affronter sur le même terrain, moi, j'ai hâte à ça. Pas mêlant, la ville de Chicago a produit un pape avant de produire un corps arrière qui lance pour Ouais, 4000 verges en une saison. J'ai aucun crédit, j'ai vu ça passer sur internet, j'ai trouvé ça bien drôle. ouais, En j'avais vu 4, moi aussi, ouais. l'affrontement Ravens-Chiefs le 28 septembre. Écoute, c'est une reprise, comme je vous parlais tantôt, là, le fameux match avec Isaiah Likely de la semaine numéro 1. Ouais. C'est une reprise, de l'année dernière, en fait et c'est vraiment selon moi, ça sera un affrontement entre, 2 puissances de la NFL. Ben, je pense bien. Encore une fois, là, ces deux équipes-là devraient être parmi les meilleures de la NFL, parmi les meilleures de l'AFC. Lamar Jackson contre Patrick Mahomes.
Écoute, c'est tout le temps bon ces matchs-là. Tu sais, comme lors de la première semaine d'activité l'année dernière, on croyait que les Ravens avaient gagné lorsque Likely a attrapé le ballon dans la zone début. Finalement, il était à l'extérieur des limites du terrain. Ça a été une fin de rencontre dramatique, un excellent spectacle. Je m'attends à la même chose. J'allais avec des valeurs sûres là, avec les matchs que j'ai le plus hâte de voir là, cette année. Ben ouais. Ravens, Chiefs, Ravens, Bills, Eagles, Chiefs, Chiefs, Bills. J'ai l'impression que tu aimes juste 3 équipes. Hey, j'ai dit des valeurs 4. sûres. OK, Ravens-Bills. Ravens-Bills, ça avait été dramatique en Ouais. éliminatoire. Les Bills qui ont éliminé les Ravens. Le match avait lieu à Buffalo. Là, les Ravens vont devoir aller à Buffalo Ça, c'est la semaine encore une numéro un, fois. hein? C'est-tu de la semaine numéro un, ça? Ouais, ça Ben, commence 7 comme ça. septembre, Ça, oui, ça c'est. commence le 4. Ah, ben oui, donc, écoute, ça doit être le match du dimanche soir. Si Ouais, c'est. j'imagine. Oui, oui, non, c'est ça. Là, écoute, Moi, je écoute, là, mettrais ben ça oui, le dimanche faut que soir, ça, en tout cas, faut que ça ou soit le aux heures lundi de soir. grande écoute. Ouais, faut que ça soit aux heures de grande écoute. Ouais, ouais, certainement le lundi soir, ben oui. Eagles contre Chiefs, la reprise du Super Bowl. Mais cette fois-ci, le match va avoir lieu au Arrowhead Stadium. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Puis les Chiefs contre les Bills. Est-ce que tu as souvenir d'un match Chiefs-Bills? Patrick Mahomes contre Josh Allen qui n'a pas été époustouflant, qui n'a pas été serré du début à la fin. Moi, je m'en souviens pas. Alors, L'histoire moi c'est mon récente, match non. numéro un, c'est celui que j'ai hâte de voir. Ouais. Puis souviens-toi, le duel de l'année dernière, lorsqu'ils ont joué un contre l'autre, en éliminatoire, en saison régulière, ça a été serré. Alors, je suis allé avec des valeurs sûres. Il n'y a personne qui peut me dire qu'ils ont pas hâte de voir Chiefs contre Bills. Moi, je voulais ajouter un match à ta liste, Didier, celui entre les Eagles et les Packers le lundi 10 novembre. Pourquoi? Parce que les Packers étaient au Ouais. front pour tenter d'abolir le touche-push. Donc, moi, je vois qu'ici, il Ah, y a une petite le histoire, partisan là. des Eagles en Il y a toi une le veut, il y crie a une petite vengeance. historique. Exactement, exactement. J'ai bien hâte de voir. Ça serait Uh-huh. tellement bon, là, de voir les Eagles marquer 3 ou 4 touchés sur des touches-push, sur des, poussées fraternelles. Sérieusement, j'aimerais ça. J'aimerais ça, moi Ouais, aussi. Parce que moi, ouais. j'ai trouvé ça cheap, là, avec les Packers tentent de se débarrasser du touch-push. Écoute, là, c'est pas un jeu qui est impossible à arrêter. Les Eagles exécutent mieux que tout le monde. Souviens-toi, les Bills, on vient de parler des Bills contre les Chiefs. Je pense 3 fois en situation de quatrième essai, on a tenté d'y aller avec le touch-push, puis ça n'avait pas fonctionné. Écoute, les Eagles se Mais ils font mieux que l'utilisent aussi n'importe les quelle autre Bills, équipe. ils Pardon? l'utilisent aussi les Bills et les Bills l'utilisent quand même aussi, puis Oui, avec oui. peut-être une moins grande efficacité, mais tu sais, même McDermott Ben, c'est ça que je il dis, était ouais. dans ceux qui se plaignaient que c'était il y avait des risques de blessures. Bref, je comprends rien. Hey, les gens aiment chialer, puis il y a toujours de la jalousie quand une équipe tu sais, connaît du succès. C'est ce qui arrive aux Eagles, mais je suis content que le touch-push soit de retour en 2025. Puis non, je suis d'accord avec toi, Packers contre Eagles, ouais. Ça va être bien pour ça, parce que les Eagles n'ont vraiment pas apprécié là, que les Packers tentent de se débarrasser de leur jeu favori. La NFL a également dévoilé le calendrier des 7 matchs internationaux, cette année, à commencer au Brésil lors de la semaine numéro 1 alors que les Chiefs vont affronter les Chargers. Et écoute, on se promène beaucoup, Didier, là, cette année. On s'en va en Irlande pour la première fois, Mm. en Espagne pour la première fois également, en Ouais. Allemagne, en Angleterre 3 fois. Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, c'est tant mieux pour la NFL. Tu sais, j'en ai parlé souvent. On est à la recherche de nouvel argent. On veut générer plus de revenus. C'est une des raisons pour laquelle le plafond salarial a augmenté par 30 millions de dollars lors de la dernière année. C'est qu'on a trouvé une nouvelle source de revenus en tentant de rendre le football un sport international. Alors, on le voit, là, ça continue. Tu sais, on en avait parlé déjà, comme quoi que la NFL est à l'assaut de la planète, tout simplement. Alors, match présenté au Brésil, en Irlande, en Angleterre, bien sûr, en Allemagne, en Espagne. Puis en 2026, on va même aller jouer en Australie. Là. On est vraiment à Ouais, à l'assaut de Brisbane. la planète du côté de la NFL. Pardon? Oui, à Brisbane. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est une façon de générer encore plus de revenus. C'est avec les contrats de télé maintenant, avec le streaming en plus. Puis là, on tente de faire du football un sport international. Ça veut juste dire encore plus d'argent dans les coffres des propriétaires, mais également pour les joueurs, avec l'augmentation du plafond salarial. Une chose intéressante, par exemple, Didier, c'est, les Vikings. Les Vikings vont disputer un match contre les Steelers à Dublin, en Irlande et vont demeurer en Ouais. Europe.
pour affronter les Browns ensuite. J'ai hâte de voir, c'est quand même assez particulier, là. Les Vikings vont passer, donc plusieurs, 2 semaines, en Europe, là. J'ai hâte de voir comment, l'équipe les performances même de l'équipe. Je pense que c'est peut-être une étude, là, qu'on a du côté de la NFL, si c'est faisable de faire ce genre de choses-là. Ouais, ben Roger Goodell s'en est pas caché hein, lors de la semaine du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans en février dernier. Il a dit qu'éventuellement, il aimerait voir 18 matchs internationaux, qu'il y ait un match par semaine international du côté de la NFL. J'ai dit 18, c'est 17, là, mais éventuellement, on va avoir un calendrier de 18 matchs du côté de la NFL. Mais c'est ça, il a dit qu'il aimerait ça qu'à toutes les semaines, qu'on se retrouve avec un match international éventuellement. Mais pour ce qui est des Vikings, Marc-André, ça pourrait peut-être tourner à leur avantage. Parce que eux, lorsque les Browns vont s'amener à Londres, ben eux, ils vont déjà avoir joué en Irlande. Donc, ils vont déjà avoir été en Europe pendant une semaine. Ils vont être habitués au décalage horaire. Alors, tu affrontes les Browns, qui n'ont pas vraiment de carrière, à moins que Shedeur devienne une grande révélation. Mais ça pour dire, ça pourrait être à leur avantage. Tu sais, ils n'auront pas à s'ajuster au décalage Mmh. horaire et tout. Alors, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant de suivre ça durant la saison. Et en plus de ça, ouais, La tu parles de 2 matchs sur la route pour les Vikings. Ça. En théorie, les Steelers vont être l'équipe locale, les Browns vont être l'équipe locale. Donc, c'est 2 matchs sur la route, entre guillemets, mais qui vont être joués dans un site neutre, sur un terrain neutre. Alors ça, tu sais, on peut regarder le verre comme étant à moitié plein du côté des Vikings, je pense. L'affrontement Rams-Jaguars aussi, là, Liam Cohen et le nouveau, directeur général James Gladstone ont des liens aussi avec les Rams. Liam Cohen a travaillé sous Sean McVay et James Gladstone sous, Leslie. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir si la nouvelle mouture des Jaguars va pouvoir rivaliser avec, si les Padawans, là, vont pouvoir rivaliser avec leurs Jedi, Mhm. heu, si on peut dire. Ouais, les Jedi doivent mourir. C'est pas ça qu'à un moment donné que Luke Skywalker avait dit? Ouais, ça se peut, Que ça se peut. l'ère des Jedi était révolue, en tout cas. L'ère des Bon. Jedi sous Disney est révolue, en tout cas, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, mais Star Wars, je suis plus, mon vieux, là. Il y a tellement de séries. Premièrement, je n'ai plus Disney+, mais écoute, ils sortent des séries sur OK? Star Wars, à profusion. Je trouve que, tu sais, dans la vie, là, la fameuse expression «trop, c'est comme pas assez», ça commence à être ça avec la série avec l'univers Star Wars, là. En tout cas, c'est mon avis. Ben, surtout que c'est pas de qualité, là. En tout cas, on parlera pas de la dernière trilogie, le fiasco que ça a été. Puis moi aussi, j'ai même pas regardé la plus. C'est quoi leur dernière série? C'est The Acolyte, Il y a je Endor pense. J'ai 2, là, écouté. mais Endor, c'était bon la Ouais, première. Endor, je l'ai pas encore écouté. J'ai adoré la saison 1. J'ai attendu Ouais, moi la aussi. saison 2 vient de finir. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je voulais toutes les écouter ensemble, du moins de façon rapprochée. Je voulais pas attendre de semaine en semaine. Mais Endor, ça, j'ai adoré. Puis, apparemment, la saison 2 est bonne. Qu'est-ce que j'ai entendu dire, là? Je veux rien. Ouais, ouais, Spoil-moi ouais. rien, s'il te plaît, là. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, là, les auditeurs du podcast, Didier est quand même un grand fan de Star Wars, là, donc de Ah, savoir que j'étais un grand fan, mais là, maintenant, écoute, je peux pas endosser Star Wars. Je peux pas endosser ça. passons maintenant, ben, peut-être un mot sur, Madrid en Espagne. Tu trouves-tu ça, comment tu trouves ça, les matchs de la NFL en Espagne? Ben, pourquoi pas? Comme je te dis, ils sont à la recherche d'argent. Puis je pense il y avait pas une équipe en Espagne dans le temps de la NFL Europe. Là, ça Ah, ça, remonte à je sais loin, pas. là. La NFL Europe, c'est quoi, il y a 25 ans environ, ouais. Je pense qu'il y avait une équipe en J Espagne à l'époque. Mon lien avec la NFL Europe, c'est genre dans les vieux Madden, là, puis tu les prends jamais parce que tu t'en fous, là. Il y avait Ouais, non, c'est à ça. peu près. C'est ça, mais tu sais que la Mais NFL, lorsque j'étais à la Nouvelle-Orléans au Super Bowl, excuse-moi de t'interrompre, mais j'avais parlé avec un collègue français, puis il m'expliquait que la NFL avait tenté de présenter un match à Paris. Mais c'est que le stade euh, appartient au gouvernement. Là, je ne sais pas si j'explique ça bien, mais qu'est-ce que je me souviens qu'il m'avait dit? C'est que le stade appartient au gouvernement, puis avec la situation politique actuellement en France, le timing n'était pas vraiment bon. Mais tu vois, là, toutes les grandes villes d'Europe, la NFL présente des matchs là, donc aucun doute qu'éventuellement, la NFL va jouer un match en France. La question est de savoir quand. oh, on me dit à l'oreille, là, qu'il y avait les Dragons de Barcelone dans la NFL Europe. Pas Ah Madrid, mais oui, c'est oui, pas oui, loin. oui, ouais. Ouais, les Oh dragons, ouais, là le là! logo, c'est comme un dragon jaune, là. Ouais, ouais, ok, ouais, je m'en souviens, ouais. Un logo de dragon pour, une équipe qui s'appelle les Dragons, c'est quand même pas fou quand on y pense, hein?
Non, Ouais, mais un dragon jaune, j'ai jamais vu ça, un dragon jaune. Par contre, c'est la seule fois que j'ai vu un dragon jaune. Les dragons de Barcelone. Bref, on va passer aux actualités, Didier. La grosse nouvelle, de la dernière semaine, c'est, Derek Carr qui a annoncé sa retraite, heu, du Hmm. football, en fait, donc il ne sera pas de retour avec les Saints. Par où qu'on commence avec cette nouvelle-là? Est-ce qu'on commence à parler de la on commence par la situation des Carr chez les Saints? Je pense que c'est ça, qu'il faut parler en premier. Tu portes à croire que Taylor Shott va être le quart arrière partant de cette équipe-là, Didier, en 2025? Ben écoute, accepte-le parce qu'on dirait que c'est vraiment ça qui va arriver. Tu vois comment ça va vite dans la NFL. C'est une blessure un peu mystérieuse hein, de Derek Carr. On dit qu'il s'était blessé à une épaule à la fin de la saison régulière, pendant qu'on voit les carrières présentement sous contrat. Là. Hunter Deckers, c'est au début de la semaine qu'on l'a mis sous contrat du côté de la Nouvelle-Orléans. On n'a pas d'expérience à la position de carrière. C'est aussi simple que ça du côté des Saints. Moi, je pense que ils sont devenus mes favoris afin d'avoir le premier choix du repêchage en 2026. On n'a pas de carrière. Shock est âgé de 25 ans. Il va avoir 26 ans avant le début de la saison, si je me souviens bien. Il a un bon bras, il a certains talents physiques, mais je ne crois pas que c'est ça le plan initialement, qu'il soit notre carrière partant dès la prochaine saison. Remarque que peut-être les Saints savaient que Derek Carr allait annoncer sa retraite lorsqu'ils ont repêché Shock. Mais ça sent pas bon là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Moi, je m'attends à une saison désastreuse du côté des Saints. Puis, je me demande, du côté des Saints, on serait pas tenté peut-être d'appeler Aaron Rodgers? Parce qu'il Ah, est toujours joueur autonome. arrête, Il est toujours. Non, mais il est arrête. toujours joueur autonome. Vrai. Eh ouais. Puis les Steelers, eux, ils font confiance à Rodgers. Tu sais, ils n'ont pas repêché de carrière. Puis là, imagine-toi, là, si Rodgers décidait, finalement, ben, sais-tu quoi, je vais me joindre aux Saints plutôt qu'aux Steelers. Les Steelers vont se retrouver avec aucun carrière. T'aimes pas ça? T'aimes pas ma Moi, il y a une théorie? bah, écoute, moi, il y a une question, moi, c'est D'ailleurs, une on a logique que notre je trouve excellence super, excuse-moi de t'interrompre, mais on a notre excellence super à l'écran là, la d'Aaron réflexion. Rodgers et de son. Oh Ben, la wow! réflexion, qui dure depuis six Ouais. mois ou à peu près. Il y a quelque chose de pas logique du côté des Saints que j'ai de la misère à comprendre. Mettons disons que là, en ce moment, on se dit: «On va finir dernier, on va repêcher potentiellement premier potentiellement, on va repêcher Arch Manning», bien qu'il y ait des observateurs qui disent de plus en plus qu'il va demeurer à l'université encore une jusqu'en, en 2026, donc pour être Ouais. admissible en Ben, il a même pas 2027. été partant encore pendant une saison. C'est ça qui me fait rire, les gens qui Exact. s'emportent avec Arch Manning. Tu sais, il n'y a même pas, il y a même pas eu une saison complète sous la cravate, puis les gens parlent de lui comme le premier choix du prochain repêchage. Tu sais, c'est un peu Mais n'importe quoi. Là. On peut-tu le voir jouer pendant une saison au moins? Là? Mais mon point, c'est qu'on dit que ça va être une meilleure cuvée, une bonne cuvée de carrière l'année prochaine. Mais si on se dit: «OK, on va repêcher notre carrière l'année prochaine, on va finir dans le top 5, on va avoir un bon choix au repêchage», pourquoi qu'on a repêché, Tyler Shock avec un choix de deuxième ronde? C'est un choix de deuxième ronde gaspillé à ce moment-là. Donc je comprends pas où est-ce qu'on en est, où est-ce Ben, qu'on va en venir avec les Saints. Est-ce qu'on pense que parce qu'on s'entend là, Spencer Rattler, c'était cute, mais je pense pas que c'est un quart partant dans la NFL. Jake Haener non plus. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va du côté des Saints. C'est quoi la mentalité ou le thinking là, derrière tout ça? ben, moi non plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait du côté des Saints. Puis ça fait des années que ça dure. Parce que, écoute, Drew Brees, là, ça fait quoi, là, 4 ans là, qu'il a pris sa retraite ou à peu près. Puis c'est comme ça, on ne veut pas faire une reconstruction complète. On n'arrête pas de re-signer nos vétérans. L'année dernière, on a donné une prolongation de contrat à Alvin Kamara, souviens-toi. Tu sais, t'es comme, Mmh. ben là, pourquoi tu donnes à ce statut ta carrière une prolongation de contrat à Kamara? Tu sais, puis c'est une équipe qui est toujours pris à la gorge au niveau du plafond salarial. Je ne sais pas, moi j'ai beaucoup de misère afin de comprendre qu'est-ce qu'on tente d'accomplir du côté de la Nouvelle-Orléans. Là, sans Derek Carr en plus, c'est pas comme si Derek Carr, bon, ça n'a jamais été mon carrière favori, mais c'est quand même mieux que qu'est-ce qu'on a à se mettre ben, sous la main là, présentement avec Shock, qui est notre meilleure carrière. Bref, moi j'anticipe que ça va être une longue saison à la Nouvelle-Orléans. Parlons maintenant de Derek Carr. C'est quoi un peu son héritage là, qu'il laisse à la NFL? 169 départs, ça c'est pas rien en saison régulière, mais un seul en éliminatoire. Derek Carr, c'est toujours il a toujours été un carrière qui m'a laissé sur mon appétit. Tu sais, c'est ça. Tu sais, tu le regardes.
tu sais, son talent, une certaine mobilité sans être un marchand de vitesse. Il a un bon bras et tout. Tu sais, il va te donner deux, trois bons matchs. Puis là, après ça, les deux, trois autres rencontres, tu vas te poser des questions. Tu sais, il va avoir l'air de carrière du top 10 de la NFL une semaine. Après ça, il a l'air de carrière classé dans peut-être le 20e, 25e carrière de la NFL. Donc, c'est ça. Ça a comme été frustrant de regarder Derek Carr jouer, je trouve. Tu sais, puis il y a des matchs où il refusait d'attaquer les zones profondes aussi. Personnellement, ça ne va pas me manquer de le voir en action. Mais il y a des rumeurs comme quoi qui dit qu'il pourrait revenir au jeu éventuellement, parce que cette retraite-là, c'est un peu mystérieux selon ce que certaines personnes disent. Mais bref, je ne vais pas retenir mon souffle en espérant de revoir Derek Carr jouer, là. Mais surtout, il a été gentil avec l'organisation des Saints aussi. Il laisse sur la table, en fait, 30 millions de dollars pour simplement prendre son bonus de 10 millions de dollars, parce qu'il était supposé gagner comme 40 millions de dollars. Donc il leur fait comme on tu sais, c'est une entente à l'amiable, comme on dit. Il leur fait quand même une fleur aux Saints, là, en laissant de l'argent sur la Ben, table et en libérant, veut pas, un peu d'argent pour l'équipe. ben, c'est qu'il n'avait pas le choix. Parce que sinon, là, les Saints, ils auraient pu dire bon, ben parfait, on va reprendre le boni au complet. Tu sais, ils auraient pu faire ça, ils auraient été dans leur droit de faire ça. Donc, comme tu dis, ils en sont venus à une entente à l'amiable, mais c'est à l'avantage de Derek Carr, 10 millions ou zéro. Tu sais, c'était pas mal ça, là. Mmh. Donc, il n'a pas vraiment fait un cadeau, il n'avait pas le choix. Si Derek Carr était un Backstreet Boys, il serait «Ah oui», je pense. Tu sais, quelqu'un qui, tu sais, Ah vu non, qu'on parle là, pas. tu me perds. Tu me perds. Même à l'apogée des Backstreet Boys, j'étais pas un fan. C'est pas 25-30 ans plus tard que je vais devenir un fan des Backstreet Boys maintenant. Je suis Trop tard. convaincu qu'il y en a une couple qui l'ont ri, mais c'est un peu comme un peu comme le tofu, tu sais? Derek Carr, quand il est bien apprêté, c'est quand même très bon. La saison 2016, il était bien Hmm. apprêté. Il s'en allait connaître une saison exceptionnelle, fiche de 12-3, 28 passes de toucher en 15 matchs, seulement 6 interceptions. C'était vraiment sa saison. On parlait de lui comme joueur par excellence, tu t'en souviens, avant qu'il se blesse, dans la NFL, mais par la suite, bien évidemment, ça s'est gâté. Sa fiche de 77 victoires, 92 défaites, en saison régulière. Parmi les quarts qui ont obtenu au moins 169 départs, ils sont 28 dans l'histoire de la NFL, ça, c'est pas rien. Seulement Vinny Testaverde a une pire fiche, un pire pourcentage de victoires que Hmm. lui. Ça en dit long aussi. Selon moi, Derek Carr, c'est un quart honnête, c'est un quart, tu sais, c'est un quart, tu te dis: «Tu peux faire pire, mais tu peux faire bien mieux». C'est un peu ça, la carrière de Derek Carr pour moi. Non, moi, j'aurais pris Vinny Testaverde peut être le carrière partant de mon équipe bien avant Derek Carr. Je conclus là-dessus Bon. pour Carr. D'accord, on va parler maintenant de la transaction de George Pickens. George Pickens qui est maintenant un cowboy de Dallas. Didier, qu'as-tu pensé de cette Mhm. je sais que tu as fait des réactions à chaud, là, sur les réseaux sociaux, mais après avoir, mijoté, laissé reposer, qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là pour les Cowboys? Ben quoi, environ une semaine plus tard, après la transaction, mon avis n'a pas changé. Bon, ça a juste coûté un choix, essentiellement un choix de troisième ronde aux Cowboys de Dallas, mais tu sais, Marc-André, tu dois faire attention à qui t'amène dans ton vestiaire. Tu sais, George Pickens, je ne sais pas si tu as vu là, tout ce qui est sorti depuis que la transaction a été conclue. Au sein de l'organisation des Steelers, il n'y a personne qui est triste de voir Pickens partir. Tout le monde était fatigué de ses frasques. Au niveau des entraîneurs, autant les joueurs également. Tout le monde voulait qu'on se débarrasse de Pickens. Alors ça en dit long. Là, tu l'emmènes dans le vestiaire à Dallas, où probablement il y a une grande attention médiatique. Mais en plus de ça, Mike Tomlin est celui qui a mené au départ de George Pickens. Dis-toi, là, Mike Tomlin a été capable de gérer Antonio Brown. Puis là, il se dit non, Pickens, c'est trop, je veux rien savoir de ça. Là, Pickens se retrouve à Dallas avec Brian Schottenheimer, qui va être entraîneur-chef la première fois de sa carrière. Si Tomlin n'est pas capable de gérer Pickens, j'ai aucune confiance que Schottenheimer va être en mesure de le faire. Parce que Pickens, il a vraiment un mauvais comportement. Combien de fois qu'il a eu de mauvaises pénalités? Puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg de ce que je comprends. Alors, oui, il est talentueux. C'est un des receveurs les plus talentueux de la NFL. Mais même quand tu remontes dans les rangs universitaires, quand il jouait à Georgia, il avait des troubles de comportement. Alors, c'est pas du nouveau, ça. Alors, sur papier, OK, oui, on vient d'aller chercher un excellent receveur numéro 2 là. OK, ça peut former tout un duo en théorie pour Dak Prescott avec CeeDee Lamb. Mais est-ce que vraiment ça va se concrétiser? Moi, je pense qu'il y a plus à parier que Pickens
va être mécontent à un certain moment donné, puis qu'il va arriver quelque chose. Puis je crois pas que Schottenheimer a l'étoffe, justement, pour gérer un cas aussi particulier que celui de George Pickens. Du point de vue administratif, moi, je trouve que c'est une décision à faible risque, des Cowboys de Dallas qui pourrait rapporter. Parce que veut pas, on a simplement donné un choix de troisième ronde. Tu vas me dire que c'est quand même dispendieux dans la NFL, mais quand même, c'est pas si pire pour un gars qui peut peut-être facilement, te donner 1000 verges et disons, 8-9 touchés peut-être dans une bonne année et écoute, si ça fonctionne pas, il est agent libre la saison prochaine. Donc pour moi, le risque est quand même assez Mhm. faible là est quand même calculé du côté des Cowboys. Moi, j'ai quand même aimé, cette transaction-là du point de vue des Cowboys et de Jerry Jones. Ouais, mais c'est du vrai football, c'est pas du fantasy football. Oublie pas ça. Comme je te dis, il peut ruiner le vestiaire à lui seul, là. Ah, OK, de qu'est-ce que j'ai lu, de qu'est-ce qui se passait à Pittsburgh. Mais je comprends tes points, là, aussi, là. Mais il reste juste un an à son contrat à George Pickens. Alors, tu sais, c'est un risque calculé du côté des Cowboys, mais qui pourrait quand même revenir les hanter éventuellement au cours de la saison. Alors que du côté des et Steelers de Pittsburgh, maintenant, ouais, Marc-André, c'est on ça. n'a plus de receveur de Ouais, passe. Tu sais, on se disait, bon, ben, il va former un bon duo avec DK Metcalf. Mais là, on est revenu exactement au même point qu'on était par toute la saison dernière. On avait juste vraiment Pickens qui était un de bons receveurs. Pickens n'est plus là. Puis là, on a juste DK Metcalf. Donc, on voit à l'écran, là, pour les gens qui regardent le podcast sur YouTube, les autres receveurs de passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire confiance? ben, c'est sûr que le nom là-dedans qui pourrait régler bien des problèmes chez les Steelers, c'est Roman Wilson, qu'on a repêché l'année dernière quand même assez tôt. Mhm. Hem, Sauf qu'il n'a pas joué l'année dernière. Il n'a pas été capable de trouver le terrain, comme on dit. S'il est capable de Ouais, ben, c'est demeurer en qu'il était santé, de trouver blessé. le te ouais. Ouais, il était blessé, puis c'est difficile à rattraper quand t'es une recrue, puis t'arrives blessé en partant, là. Exact, Donc mais ça c'est l'a un pas gars qui aidé, avait ouais. ca qui avait du talent dans les rangs universitaires, Roman Wilson. Je pense que, ça pourrait À être Michigan, ouais. ouais, exact, ça pourrait être une piste de solution du côté des Steelers. Sinon, écoute, Calvin Austin, présentement, est le receveur numéro 2 et le bon vieux Robert Woods, Bobby Trees, qui est signé avec les Steelers. Moi, je pense qu'un gars comme Keenan Allen pourrait se retrouver avec les Steelers de Pittsburgh, toujours sur le marché. Ouf. Ce serait le genre ce serait le genre de signature que je ferais si j'étais les Steelers. Et Keenan Allen, je suis même pas sûr qu'il court un 4-9 aux 40 verges maintenant à ce stade de sa carrière. Mais non, écoute, on va voir. Peut-être les Steelers ont complété une transaction afin d'aller chercher un autre receveur de passe. Mais Roman Woodson, comme tu l'as dit, oui, oui, il est talentueux. Mais encore là, tu sais, c'est un pari. Là, on ne l'a pas vu vraiment là, du côté de la NFL. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Robert Woods, il est âgé. Écoute, il ne reste plus d'essence dans son réservoir. Là, il est complètement au bout du rouleau. Calvin Austin a un petit gabarit. Écoute, les Steelers, là, il y a un scénario là, qui n'est pas difficile à voir où cette saison 2025 pourrait tourner au cauchemar assez rapidement. Là, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de carrière non plus. Il ne faut pas l'oublier. Aaron Mmh. Rodgers n'a toujours pas signé avec les Steelers de Pittsburgh. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, mais ça augure mal à Pittsburgh aussi, je trouve. Beaucoup de jeux au sol. Caleb Johnson, ça va être intéressant. Bref. Ouais, qu'on a repêché, ouais, demi-attaque. Ouais, on n'aura pas le choix, ouais. Il va falloir qu'on court avec le ballon. On n'a personne pour le passer. Donc. Exactement, exactement. Les Panthers ont été actifs, ont fait, des mouvements de personnel, lors de la dernière semaine. Premièrement, ils ont libéré le vétéran ailier défensif Jadeveon Clowney, qui a signé avec les Panthers l'année dernière pour jouer, pour se rapprocher. Son alma mater, évidemment, c'était à South Carolina. Qu'est-ce que tu as pensé Mhm. de cette signature-là du côté des Panthers? Est-ce qu'on essaie justement de commencer à penser à libérer de la masse salariale en fait, on est dans un processus de reconstruction, puis je pense que c'était la chose à faire, là, du côté des Panthers. Ouais, ben, écoute, du côté de Van Clowney, sa carrière, là, tu sais, tout à l'heure, là, tu me demandais qu'est-ce que je pensais de la carrière de Derek Carr. Clowney, ça a vraiment été décevant comme carrière. Tu sais, tu te souviens quand il jouait à South Carolina, il a été le tout Mmh. premier choix du repêchage par les Texans de Houston. On se dit ben, ça, c'est un gars qui a le potentiel pour être le prochain Reggie White. D'être un J.J. Watt. Tu sais, il jouait aux côtés de J.J. Watt. Finalement, il ne s'est jamais développé comme un grand chasseur de corps. C'est un joueur qui n'a pas toujours donné sa pleine mesure également sur le terrain. Des fois, il se traînait les pieds. Tu sais. Donc, finalement, ça a été décevant. Moi, j'avais des grandes attentes pour Clowney lorsqu'il a été repêché, puis il n'a jamais répondu à ces attentes-là.
Alors, je pense que, écoute, on veut faire place aux jeunes du côté des Panthers de la Caroline, tout simplement. J'ai l'impression avec le fait qu'on a libéré Van Clowney. Parce qu'au Une plupart, autre les Panthers ont une jeune équipe, puis d'avoir un vétéran qui ne donne pas sa pleine mesure, c'est pas un bon exemple pour les jeunes joueurs non plus. Hein. Une autre triste nouvelle là, du côté des Panthers, on a placé le nom du demi, offensif Jonathan Brooks là, sur la PUP, la fameuse, Mhm. liste des blessés. Il ratera même toute la saison 2025. C'est triste parce que en sortant des rangs universitaires, c'était l'un des porteurs de ballon avec le plus de potentiel, spécialement de la QV de l'année dernière, là, la QV 2024. Mais je pense j'ai bien hâte de voir, je pense que sa carrière là, est sérieusement compromise, Jonathan Brooks. Et du côté des Panthers, on se prépare justement on s'est préparé à l'après Jonathan Mhm. Brooks. On est allé signer Rico Dowdle durant l'entre-saison. Chuba Hubbard va avoir toutes les opportunités de se faire valoir dans le champ arrière des Panthers. On a repêché également Trevor Etienne, là, le petit frère de Travis pour venir compléter tout ça. Donc ouais, Jonathan Brooks, moi je trouve ça très triste parce que en termes de gars fantasy, là, j'étais excité à l'idée de le voir aboutir avec les Panthers l'année dernière. Ouais, triste, c'est un beau mot pour décrire cette situation-là. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait subi une grave blessure au genou. Il avait déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs lors de sa dernière saison à l'Université de Texas. Malgré tout, les Panthers ils ont été téméraires. Ils l'ont repêché en deuxième ronde l'année dernière, il y a un an seulement. Puis là, il s'est blessé, je pense, lors de son deuxième match avec les Panthers. Tu sais, il avait raté le début de la saison en raison de cette blessure à un genou-là. Puis il a redéchiré le même ligament. Alors, écoute, peut-être que sa carrière est compromise. En tout cas, il y a plus de chances que oui que non. Mais c'est vraiment malheureux de voir ça. T'es un jeune joueur talentueux comme ça, puis tu arrives à la NFL, puis tu n'es pas en mesure. Tu touches à ton rêve, mais tu n'es pas en mesure de réaliser ton rêve pleinement, bien que tu es rendu en raison d'une blessure. C'est vraiment malheureux pour lui. Un autre joueur, va rater l'entièreté de la saison 2025, c'est le secondaire des Browns de Cleveland, Jeremiah Hmm. Owusu-Koramoah. Lui, il avait été blessé le 27 octobre dernier à la tête là, en tentant de plaquer Derrick Henry. C'est un gars qui avait fait le Pro Bowl là, en 2023, plus de 300 plaqués même en 49 matchs, mais lui aussi là, ça l'augure très mal dans son cas pour la suite de sa carrière. Ouais, hein, on parle d'une blessure au cou. Il avait quitté ce match-là en civière en plus. Puis là, ben, lui aussi ne va pas jouer en 2025. Tu parles d'une blessure au cou, Marc-André, à la position de secondeur de ligne. Je pense que sa carrière est compromise. Ben, c'est aucun doute que sa carrière est compromise. Là, c'est la raison pour laquelle il ne va pas jouer en 2025. Moi, je lui souhaite d'être en santé parce que autant lui que Jonathan Brooks, tu parles de jeunes hommes, là, tu sais, de gars qui sont dans la vingtaine, au moins. Osu Karmora, ben, il a plus réalisé son rêve. Il est devenu un secondaire de ligne étoile. Même, je crois que c'est l'année dernière qu'il avait signé une prolongation de contrat avec les Browns de Cleveland. C'est un secondaire de ligne très explosif, mais comme Jonathan Brooks, le mot pour décrire tout ça, c'est triste. Mais au moins, Osu Karmora, il a eu le temps d'empocher des millions de dollars avant potentiellement d'avoir vu sa carrière être terminée, alors que celle de Brooks, ben, elle n'a jamais pu commencer. Après s'être refusé le numéro 55 de Lawrence Taylor et le numéro 11 de Phil Simms, ben, on a su finalement que Abdul Carter va porter le numéro 51 avec les Giants. Ouais, ouais, il ne touchera pas au numéro 56 de Lawrence Taylor. On en avait Non. parlé la semaine dernière. Lawrence Taylor qui a dit regarde, trouve-toi un autre numéro, puis mon numéro est retiré. C'est à toi à créer ton numéro. Phil Simms a dit non. Donc, c'est le numéro 51. Ben, c'est lui à créer sa légende. Hein. Shedder n'arrête pas de dire qu'il est légendaire. Ben là, c'est à Abdul Carter de créer sa légende avec, avec le numéro 51 dans l'uniforme des Giants. Un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, dernièrement, c'est celui de l'ailier Hmm. défensif des Bengals, Trey Hendrickson. Il dit qu'il est prêt à ne pas jouer cette saison s'il n'obtient pas un nouveau contrat. Didier, qu'est-ce que tu penses premièrement de toute cette situation-là entre les, Bengals et Trey Hendrickson? Ce qui a commencé comme une pas en fait, ce qui a commencé comme étant une des discussions à l'amiable, ben, ça s'est vraiment transformé en dispute là, entre les 2 camps.
Ouais, Trey Hendrickson qui dit ça fait des semaines qu'il n'a pas eu des nouvelles des Bengals de Cincinnati, mis à part un message texte qu'il a reçu de la part de Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals, qui lui a dit que s'il n'était pas présent au mi-camp des Bengals, ben, qu'il allait être mis à l'amende. Puis ça n'a vraiment pas plu à Hendrickson. Hendrickson a mené la NFL, Marc-André, au chapitre des sacs du quart l'année dernière avec 17,5. Il est supposé empocher 21 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Si tu regardes dans la même division, t'as Myles Garrett qui a signé un nouveau contrat qui va en gagner 40 millions par année en moyenne. Ça, c'est pratiquement le double de Trey Hendrickson, qui a pourtant terminé au premier rang de la NFL pour les sacs du quart. Donc oui, il reste un an au contrat de Hendrickson, mais je le comprends. Je le comprends de vouloir une augmentation de salaire. Puis il le mérite. Il le mérite. Il est le meilleur joueur en défense des Bengals. Tu vas me dire, ouais, mais leur défense a été pourrie l'année dernière, même avec Hendrickson. Mais c'est pas de sa faute à lui. Lui, il a fait son travail. On lui demande de chasser le carrière adverse. Parfait, il a terminé au premier rang de la NFL au chapitre des sacs du quart. Alors, moi, je comprends les frustrations d'Hendrickson. Il ne faut pas oublier l'organisation des Bengals. Là. Elle a un historique. Là. Je ne sais pas si tu te Mhm. souviens, là, je remontais à loin. Mais Carson Palmer, OK, qui était carrière partant des Bengals de Cincinnati au milieu des années 2000, il n'arrivait pas, pas à en arriver à une entente avec les Bengals. Puis les Bengals sont téméraires. Puis Palmer, afin de quitter Cincinnati, il avait dû prendre sa retraite. Là, c'est finalement de cette façon-là qu'il s'est retrouvé avec les Raiders. Il avait dû prendre sa retraite, même s'il voulait continuer de jouer, mais c'est la seule façon qu'il avait trouvé, justement, afin de plus jouer pour les Bengals de Cincinnati. Puis les Bengals, on en a parlé durant l'hiver. Euh, Premièrement, la façon dont ils ont géré les négociations avec Jamar Chase. Jamar Chase il aurait dû obtenir Mhm. sa prolongation de contrat l'année dernière. On a attendu trop longtemps. Là, ça a coûté une vraie fortune. Puis, on laisse Joe Burrow être le DG à Cincinnati, Marc-André. Burrow voulait que Chase soit de retour, que Higgins soit de retour et Mike Gesicki soit de retour. OK? On a donné une prolongation de contrat à Gesicki même avant celle à T. Higgins. Mike Gesicki, je m'excuse, on peut trouver un autre ailier rapproché là, pour le remplacer. On n'a pas de défense. Le meilleur joueur en défense mérite une augmentation de salaire. Puis au lieu de ça, ben, on communique même pas avec lui. Donc, je comprends Hendrickson d'être frustré, moi. Le problème, c'est que le plafond salarial dans la NFL va continuer d'augmenter sans cesse. Les Bengals Mhm. auraient eu intérêt à signer Jamar Chase, d'avance, de ne pas en venir jusqu'à une dispute contractuelle, puis on a vu le dénouement que ça a donné. Il est maintenant devenu le receveur le mieux payé de la NFL. Le plafond va continuer à augmenter. Si, les Bengals ne signent pas Trey Hendrickson maintenant et qu'ils signent dans 2 ans, ça va leur coûter plus cher, Didier. C'est pas facile à c'est pas difficile à comprendre. Ça va leur coûter plus cher. Puis là, c'est dommage pour les Bengals parce que si on avait signé Trey Hendrickson en cours de saison l'année dernière, ben là, il n'y aurait pas eu des Myles Garrett qui ont obtenu des contrats avec des sommes astronomiques, des Max Crosby. Je dis pas que Trey Hendrickson est meilleur que Myles Garrett et que Max Crosby, mais c'est quand même comparable si on veut. Ces joueurs-là, on peut vraiment tracer des comparaisons entre les 3 joueurs, bien que je pense que Trey Hendrickson est quand même peut-être à un niveau inférieur, mais quand même, ça donne une idée à quel point, si on n'avait pas attendu, s'il n'y avait pas eu ces comparatifs-là, on aurait peut-être eu un meilleur prix là, pour Trey Hendrickson. Puis en laissant traîner ça, ben écoute, ça va coûter cher aux Bengals. Puis j'ose espérer qu'en ce moment, côté d'Hendrickson, c'est quand même des moyens de pression là, qu'on fait. Chase avait fait la même chose. Mais j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais mon Dieu, que les Bengals, on n'est pas intelligents avec notre argent. Là. C'est ce que je pense. Ouais. Non, ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bon, Hendrickson, on est juste au mois de mai. Là il dit qu'il ne jouera pas s'il n'y a pas un nouveau contrat. On verra là, lorsque les camps d'entraînement vont commencer. On est encore très loin de ça. Il reste du temps afin d'en venir à une entente, mais c'est sûr que si les deux parties ne se parlent pas, ben là, ça devient. On ne peut pas en venir à une entente. Là, ça devient impossible. On doit avoir une forme de communication. Mais je veux juste que les gens comprennent. Parce que oui, il reste un an au contrat de Trent Hendrickson. Mais Ah, mais la business du football. Pardon? ouais, mais c'est ça. J'avais justement, je m'en venais là. J'ai un ami qui me posait la question ce matin, mon ami Martin, qui est parti des Bengals, mes sympathies, Martin, Mhm. mais qui me disait justement, là, puis je pense que c'est Pourquoi? des questions Pourquoi? que
Non, mais Pourquoi être c'est des partisan questions des que Bengals? Mais continue, ouais. c'est une c'est une question que plusieurs personnes se posent, là, pourquoi un joueur cherche à avoir une prolongation de contrat et il fait des menaces qu'il ne disputera pas la saison sans un autre contrat? Quand il est sous contrat, il a un contrat, il devrait plutôt honorer son contrat actuel au lieu de, tu sais, je veux pas, il est sous contrat, il Mm. devrait se présenter, non? Non, non, c'est la business du football. Euh, c'est pas une business normale, là. Parce que les gens, là, lorsqu'ils disent ça, c'est qu'ils voient les choses de leur perspective. OK, toi et moi, si on signe un contrat avec notre employeur, un contrat de 3 ans, après la première année, on ne peut pas aller dans le bureau pour demander un nouveau contrat ou après la deuxième année. OK, ça ne marche pas comme ça. Mais au football, en particulier là, le football, c'est complètement différent. Premièrement, les équipes peuvent libérer les joueurs pratiquement n'importe quand. OK, il n'y a pas de loyauté de la part des équipes. Puis on demande aux joueurs eux, de faire preuve de loyauté. Il faut que ça soit une rue à double sens. Ça ne peut pas être juste d'un côté. Mais tu viens de mentionner, on en a parlé, le plafond salarial qui a augmenté de 30 millions de dollars. OK, d'un seul coup, il n'y a personne qui s'attendait à ça. Hendrickson a mené la NFL pour les sacs du corps. Et lorsqu'il a signé sa prolongation de contrat, ben, les Bengals lui avaient laissé croire que si il connaissait une bonne saison, ben, qu'ils allaient être ouverts à renégocier son contrat. Le gars a mené la NFL au chapitre des sacs du corps. Puis là, les Bengals, ils sont égaux à eux-mêmes. Hendrickson ne peut pas se fier à ce qu'on lui avait dit. Là, on ne veut pas lui donner un nouveau contrat. Mais pour Hendrickson, tu disais, bon, dans 2 ans, le plafond salarial va augmenter, mais lui, il est rendu dans la trentaine. Alors, c'est la dernière opportunité de sa carrière, justement, là, de se négocier une augmentation de salaire. Et je sais que ça paraît ridicule de dire ça, mais comme je l'ai dit, c'est une business. On ne peut pas comparer la business de la NFL à toute entreprise dans laquelle on travaille, monsieur, madame, tout le monde. Là. Et oui, à 21 millions, c'est beaucoup d'argent. Je prendrais ce salaire-là tout de suite, instantanément, 21 millions par année. Mais il est sous-payé. Il est sous-payé. Myles Garrett va faire 40 millions de dollars. Il a mené la NFL à Hendrickson pour les sacs, je le répète encore une fois. Donc, je comprends de vouloir une augmentation de salaire. Les Bengals sont tout croche, ils ont tout investi du Ouais. côté de l'attaque. Puis de se mettre à dos notre meilleur joueur en défense, qu'on n'a pas de défense, c'est pas une bonne chose. Puis non seulement ça, Marc-André, on aurait besoin d'Hendrickson pour encadrer Shamar Stewart, notre choix de première ronde, qui joue Il est à la toujours pas position d'ailier signé, d'ailleurs. défensif. Ben, c'est ça, il est toujours pas signé. C'est la faute à qui? Lorsqu'on va dire c'est la faute de Shamar Stewart? Non, c'est la faute des Bengals. Les Bengals, il y a une raison pourquoi cette équipe-là a jamais rien gagné. On a participé dans l'histoire de la concession 2 fois au Super Bowl, mais plus, non, 3 fois, pardon, mais plus souvent qu'autrement, les Bengals, c'est tout croche depuis que je suis le football. C'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister au retour de ça là, au sein de l'organisation de Cincinnati. Une chance qu'ils ont Burrow et Chase, là, qui sauvent un peu la face, en fait. Encore là, Marc-André, il faut que tu arrêtes quelqu'un à un moment donné. Ouais, non, mais dans le Est-ce qu'ils vont être sens, en mesure de au point gagner de vue leur de match l'image, 45-40? au Ouais. point de vue de l'image de l'équipe. Ouais, ouais. Écoute, peut-être. Mais moi, je trouve que ça sent pas bon à Cincinnati. OK? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que, hey, l'année passée, on a perdu combien de matchs du côté des Bengals en marquant 33 points ou plus? J'ai oublié c'est quoi le nom, mais c'est ridicule, là. On a perdu peut-être quoi, 4-5 matchs? Jamais cette équipe-là, avec la façon dont Burrow et le reste de l'attaque ont joué, aurait dû rater les éliminatoires. On n'avait pas de défense, puis on n'a pas été actif via le marché des joueurs autonomes. On a repêché quelques joueurs en défense, mais ça ne sera pas suffisant en tout cas. Bref, le nouveau coordinateur en défense, Al Golden, a vraiment beaucoup de pain sur la planche. Les Bengals auraient besoin de Trey Hendrickson pour pouvoir contenir Derrick Henry. Didier qui a signé une prolongation de contrat de Hmm. 2 ans avec les Ravens de Baltimore, une valeur de 30 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 25 de garantie. Ça, c'est énorme pour un porteur de ballon de son âge. Oui, écoute, c'est le plus gros contrat qui a jamais été donné à un porteur de ballon qui est âgé de plus de 30 ans. Mais l'année dernière, Henry, ben, il avait l'air d'un jeune de 21-22 ans, plus de 1900 verges au sol. Écoute, il a mené la NFL au chapitre des touchés au sol également. Alors, si c'était pour prendre un pari sur un porteur de ballon de plus de 30 ans, ben écoute, pourquoi pas avec Derrick Henry. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir là, si les Ravens, est-ce que ça va être l'année que les Ravens vont finalement participer au Super Bowl? J'ai bien hâte de voir ça, mais
Écoute, l'impact qu'il a eu sur cette équipe-là l'année dernière est vraiment indéniable, là, malgré la présence de Lamar Jackson, mais l'arrivée d'Eric Henry. Si on lui avait remis le ballon plus souvent dans le match contre les Bills, puis naturellement, si Lamar n'avait pas été victime de 3 revirements, peut-être qu'on aurait pu accéder au Super Bowl du côté de Baltimore. Ça s'inscrit également dans la tendance là, des équipes qui un retour là, des équipes qui payent des porteurs de ballon. On a commencé à Saquon Barkley, à Derrick Henry aussi, la première avec les Ravens Mhm, et ça rapporte sur le terrain. Donc, on voit vraiment un petit, retour, du balancier ou un revirement de situation à la position de porteur de ballon, à ce niveau-là. Didier, ça complète le tour des ouais. actualités dans la NFL, Didier. Oui, on va maintenant jaser de fantasy football. Écoute, comme on le fait toutes les semaines, cette semaine, ben, tu as préparé des joueurs qui, selon toi, 5 joueurs recrues qui ont été repêchés le mois dernier, qui ne sont pas nécessairement arrivés dans des bonnes situations. On va commencer ben, à Cleveland, pourquoi pas. Mais là, on ne va pas parler de Shedeur, par contre. On va parler du Ouais, carrière qui a été repêché avant Shedeur. Dylan exact. Gabriel, qui a été le choix de troisième ronde des Browns de Cleveland. On peut parler de gaspillage ici. Je me mets dans la peau de Dylan Gabriel là, qui, après la deuxième journée du repêchage, s'est dit: «Yes, j'ai peut-être une chance de me faire valoir, de peut-être avoir un poste de partant même, quelque part dans la saison 2025 avec les Browns pour finalement, voir, Shedeur Sanders, être repêché le lendemain». C'est un cas précis, Dylan Gabriel, puis encore là, c'est vraiment la destination qui est tout proche parce que je vous ai parlé la semaine dernière du capital en fantasy. Choix de troisième ronde, c'est quand même, du bon capital au niveau fantasy. Ça veut dire que l'équipe voulait avoir a vraiment grimpé, puis même Dylan Gabriel est sorti avant plusieurs autres corps arrière. C'est un corps précis, mais tu sais, il Mhm. jouait un système quand même assez favorable à Oregon, des courtes passes, beaucoup de jeux là, qui étaient une question de timing. 33 touchés au sol, 1800 verges en carrière à Oregon, lors de son parcours universitaire. Moi, je pense que ce ne sera pas un corps numéro un dans la NFL jamais, mais ce sera plus un gars comme gadget et même lors des minicamps, là, on dit qu'il est moins bon là, que Shedeur Sanders, qu'il paraît moins bien, à tout le moins. C'est ce que les échos en provenance de Cleveland nous disent. C'est sûr que c'est un petit corps arrière à 5 pieds 11. Je pense que son avenir est plus qu'improbable dans la NFL. Et là, de voir en plus Shedeur Sanders débarquer à Cleveland, je pense que Dylan Gabriel, là, il est voué à une carrière de substitut là, dans la NFL. Ouais, puis je sais pas si tu avais lu ça, les gens qui ont assisté au minicamp des Browns, au minicamp des recrues, je crois. Ils disaient que Dylan Gabriel avait moins de répétitions que Shedeur Sanders, donc c'est encore plus difficile pour te mettre Mhm. en valeur si ça a effectivement été le cas. Bref, une autre chose de bizarre du côté de l'organisation des Browns. Je parlais des Bengals, de l'organisation des Browns. Ouais, ça aussi, là, historiquement, là, c'est n'importe quoi. Exactement, exactement. Je veux parler maintenant du porteur de ballon Devin Neal des Saints de la Nouvelle-Orléans. Oui. Un choix de sixième ronde, il y avait quand même un certain hype, là, un certain engouement avant le repêchage sur Devin Neal, parce que c'est comme on le sait, la QV 2025 des porteurs de ballon de ce repêchage-là était quand même assez profonde. Sauf que, bon, on n'aime pas la destination pour Devin Neal, celle des Saints, parce que Alvin Kamara est encore sous contrat pour 2 saisons. Je sais qu'il vieillit, mais quand même. On lui a donné beaucoup d'argent, c'est pour le mettre sur le terrain. Et on a encore Kendry Miller. On s'en souvient, Kendry Miller n'avait pas la faveur de Dennis Allen, de l'ancien régime chez les Saints. Peut-être que le régime avec Kellen Moore va être favorable à Kendry Miller. Qui, certains lui disaient qu'il était assez talentueux, même qu'il a été un choix de troisième ronde. Donc, un choix, on parle ici de capital encore une fois, troisième ronde versus sixième ronde pour Neil. Peut-être que Kendry Miller va pouvoir avoir la première chance de se faire valoir comme adjoint, disons, ou substitut à Alvin Kamara. Euh, Devin Neal est quand même, c'est un demi à l'attaque assez compétent. Il y a plus de verges au sol dans l'histoire des Jayhawks de Kansas. Vous allez me dire, Kansas n'est pas connu comme un programme de football incroyable, c'est plus un programme de basketball, mais quand même, à l'université, 20 matchs de plus de 100 verges aussi. Bref, c'est un talent, Devin Neal. Je pense qu'en ce moment, par contre, dans les pools de type redraft, c'est un gars que vous ne devriez pas repêcher. Mais peut-être, et dans les pools de type keeper, ben, ça va falloir vraiment que tout tombe en place, que les dominoes tombent en place pour que Devin Neal devienne payant.
ou deviennent utiles au niveau fantasy à moyen et long terme, mais je pense qu'il est talentueux, mais c'est juste encore là les Saints, c'était vraiment pas une destination rêvée pour lui. Hmm. Ouais, maintenant, les Buccaneers de Tampa Bay, ils ont surpris bien des gens en repêchant Emeka Egbuka en première ronde. Pas que Egbuka n'est pas talentueux, mais on ne croyait pas que c'était un besoin criant, la position de receveur de passe du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Alors, tu crois que c'est pas vraiment une bonne destination pour l'ancien receveur des Buckeyes d'Ohio State? C'est qu'à court terme, Didier, je vois pas comment Ebuka va pouvoir supplanter des gars comme Chris, Godwin ou Mike Evans s'ils sont en santé. Dans la hiérarchie là, des cibles ou des ballons chez les Buccaneers, il est quoi en ce moment? La quatrième, cinquième cible peut-être si on pense à Cade Otton, si on pense au porteur de ballon Irving et l'autre Rashad White, j'avais un blanc, et même Oui. Jalen McMillan qui a connu une bonne saison. Donc je vois mal, on va Ah, distribuer, j'avais le oublié ballon à bon McMillan, ben escient. oui. Ouais, on va distribuer le ballon à bon escient du côté des Buccaneers de Tampa Bay, mais je me demande comment Emeka Egbuka va devenir payant au niveau fantasy. Je parle ici, au niveau fantasy parce qu'on dit que c'était l'un des meilleurs demi-insérés du repêchage. Je pense qu'en termes de vrai football, il va avoir son utilité chez les Buccaneers, mais ça va prendre une blessure, hein. On en parlait avec Jenny McMillan lors des dernières semaines. Ça va prendre une blessure aussi pour qu'Emeka Egbuka, hem atteigne son plein potentiel lors de l'an 1. C'est un excellent choix dans un pôle dynastie parce que Mike Evans, justement, ou keeper, parce que Mike Evans ne rajeunit pas, évidemment, Chris Godwin non plus, est aux prises avec Mhm. plusieurs blessures graves au cours des dernières années. Mais à court terme, je vois mal comment Egbuka va pouvoir s'imposer là, comme cible de choix de Baker Mayfield à court terme. Ouais. Je me demande si, tu sais, lorsque les Bucks ont repêché Buka, c'était pas dû au fait, peut-être, eux, ils s'attendaient pas à ce qu'il soit toujours disponible. Ils se sont dit, écoute, c'est trop beau pour passer, là, parce que nous, on l'a Mhm. comme étant classé beaucoup plus haut. Puis, comme tu l'as dit, tu sais, Mike Evans est rendu dans la trentaine, puis Godwin aussi, hein. Et dans la trentaine, il revient d'une grave blessure, avait subi une fracture à une cheville, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. La saison est longue, mais c'est vrai que pour l'instant, on se dit, OK, il y a juste un ballon là, sur le terrain. Comment on va faire pour rendre tout le monde heureux? En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça là, dans le cas des Boucans. Alors maintenant, on va aller du côté des Bears. On en a parlé un peu plus tôt au cours de l'épisode. On a repêché Luther Burden en deuxième ronde, si je ne me trompe pas, un produit de Ouais. l'Université du Missouri. Puis tu crois pas que c'est une bonne situation pour lui? Tu ne crois pas au génie de Ben Johnson? Ben, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui voient le verre à moitié plein dans le cas de Burden, qui pensent que c'est peut-être le nouveau, Amon-Ra St. Brown de Ben Mhm, Johnson avec les Bears. Moi, je suis pas mal moins convaincu. Je sais qu'il apporte une dimension certaine à une attaque. Peter Burden, si vous ne savez pas, c'est un gars qui a du talent, qui est avec le ballon dans ses mains. C'est un Deebo Samuel, tu sais, un gars qui va venir te chercher des verges après l'attraper. Donc encore là, un peu comme, Ebuka avec les Buccaneers, hem, je ne sais pas il est où en ce moment dans la hiérarchie Luther Burden au niveau fantasy. Si on a Rome Odunze, on a DJ Moore, bah, en passant, je trouve qu'il y a des airs peut-être là, en termes d'utilité, avec Burden. Là, on a repêché même Colson Loveland, on a Cole Kmet, on a le porteur de ballon, puis je sais pas, encore là, on a le fameux on n'a qu'un ballon, Didier, à distribuer chez les Bears, donc j'ai bien hâte de voir. C'est sûr que DJ Moore, dans sa dernière année de contrat, en 2025, je pense qu'on prépare peut-être l'avenir. Donc, encore là, Luther Burden, je suis vraiment intrigué par sa valeur à long terme. C'est un receveur assez dynamique, merci, qui pourrait mhm, avoir un impact au sein d'une équipe, au sein de la NFL, mhm. au sein de votre ligue fantasy. Mais encore là, à court terme, il faudrait vraiment voir comment que le camp d'entraînement va se dérouler pour me faire une meilleure tête. Mais en ce moment, je trouve que Luther Burden, atterrir avec les Bears, c'était pas la meilleure des destinations pour lui. Hey, je viens de penser à quelque chose, je viens d'avoir un flash, là. Pourquoi les Mhm. Steelers n'appellent pas les Bears pour voir si DJ Moore n'est pas disponible? Peut-être, DJ Moore avec DK peut-être. Metcalf, non? C'est sûr, tu n'as toujours pas de carrière pour leur lancer le ballon, là, mais Ouais. j'essaie de régler un problème Ah! à la fois pour les Steelers. OK? Là, ça Pas réglerait fou. le problème à la position de receveur de passe. Non, c'est pas fou à vous quand même, là. Mais une Mhm. chose, je vais dire en faveur de Luther Burden, c'est que là, il y a un nouveau régime. Puis le nouveau régime l'a repêché. Alors que le nouveau régime Mhm. a hérité d'un DJ Moore. Fait que, tu sais, peut-être qu'on va favoriser Luther Burden. Je dis ça comme ça. Ça va être un dossier à suivre définitivement.
Maintenant, on va retourner à Cleveland. Encore une fois, là, on parle trop des Browns aujourd'hui dans l'épisode. Il y a un ailier rapproché qui a été très productif dans les rangs universitaires que les Browns ont repêché. Mais étant donné que c'est Cleveland, c'est une mauvaise destination pour lui. J'aurais pu parler de Shedeur Sanders, le carrière. J'aurais pu parler du porteur de ballon Dylan Sampson aussi, qui va être bloqué Finalement, également. tout le Ouais, repêchage des Browns, ouais, sont tous arrivés mais dans une mauvaise destination. Harold, il y avait un engouement pour Harold Fanning parce que il a connu l'une des meilleures saisons de l'histoire de la NCAA pour un allié rapproché l'année dernière. C'est sûr il évoluait à Bowling Green, c'est pas une université de renom, mais quand même, 1555 verges, ça, c'est pas rien pour Harold Fanning. Et c'est l'allié rapproché qui avait forcé le plus de plaqués dans la NCAA. Sauf que là, il tombe derrière David Njoku pour 2025. Et David Njoku, est-ce qu'on commence à préparer sa succession chez les Browns? Il arrive à 28 ans. Ça reste à voir. Je trouve qu'à court terme, sa valeur est nulle. Lui aussi, Harold Fanning, à moyen et long terme, en venant de blessure à Njoku, et on sait qu'Njoku, c'est pas le gars. C'est un gars quand même assez fragile, là. Il a eu des blessures au cours de sa carrière. Il pourrait avoir plus d'action. Je lisais vraiment les échos en provenance de Cleveland. On pourrait déjà voir un peu Harold Fanning venir jouer dans les plates-bandes de David Njoku en début de saison. Ça pour dire que ça demeure un ailier rapproché hyper athlétique, hyper talentueux selon moi. Mais encore là, à court terme, c'est un nom. À long terme, peut-être il va avoir un impact pour vous. Mais encore là, la question du corps arrière demeure chez les Browns. Qui va lui lancer le ballon à moyen et long terme? Ça, c'est une autre question qui. J'ai bien hâte de voir là, comment tout ça va se dessiner à Cleveland au cours des prochains mois. Hmm. 2025 ne sera pas une bonne année pour les deux équipes professionnelles de l'État de l'Ohio, j'ai l'impression, là. Les Bengals et les Browns. Les Bengals vont être divertissants, ils vont marquer beaucoup de points. Les Ben Browns, oui. je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Tu regardes le repêchage des Browns, c'est bizarre. Comme tu viens de dire, on a déjà Njoku. Bon, ça t'empêche pas d'avoir deux ailiers rapprochés sur le terrain au même moment, tout ça, mais je ne sais pas. On a repêché deux carrières. On a des besoins à d'autres positions. Deux porteurs de Ah, ballon. les Browns. Ouais, deux porteurs de. Ouais, c'est ça, on a doublé à plein de positions lors du repêchage. Ouais. Puis pendant ça, là, pendant ce temps-là, il y a d'autres positions où on a beaucoup de trous, on a des trous ailleurs, bref. Ce sont les Browns. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour pour l'épisode au complet. Je te remercie pour ta contribution. On remercie bien sûr Guillaume et on vous remercie les gens qui ont regardé l'épisode du podcast ou qui l'ont téléchargé, qui nous écoutent de façon audio à toutes les semaines. On va vous reparler la semaine prochaine. Alors, ben, on va mettre la table également pour le premier match préparatoire des Alouettes. Déjà, on va citer un match de football. Quoi que les matchs préparatoires, je suis toujours enthousiaste jusqu'à ce que la rencontre commence, puis on se rend compte qu'il n'y a pas de cohésion d'un côté comme de l'autre. Mais peu importe, ça va faire du bien de voir les Alouettes en uniforme. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine.